Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour un numéro, on va dire, d'actualité culturelle. Oui, parce que c'est important quand on fait son alia de savoir, pouvoir se divertir, sortir, voir ce qui se passe ici dans ce pays et puis aller aussi à la rencontre des auteurs juifs que nous aimons. Et là, pour le coup, on commence fort puisqu'il s'agit d'une adaptation d'un livre, un livre passionnant d'Elie Wiesel que vous connaissez tous et qui s'appelle Le Mendiant de Jérusalem. Alors peut-être que vous ne l'avez pas lu, donc aller au théâtre pour voir cette adaptation sera sûrement une belle occasion de découvrir ce livre passionnant. Bonjour Steve Kalfa. Bonjour. Alors c'est grâce à vous que ce livre, pas très connu on va dire, d'Elie Wiesel, va être mis en scène, adapté pour le théâtre. Bravo. Merci d'abord bravo à Elie Wiesel surtout. C'est effectivement c'est assez étonnant parce qu'il est à la fois pas très connu et en même temps très connu, parce que dès qu'on dit Le Mendiant de Jérusalem, les gens savent toujours que ça résonne quelque part. C'est quand même un livre avec lequel Elie Wiesel a obtenu le prix Médicis en France en 1968. Mais ça date, on va dire, c'est pour ça. Voilà, ça date. Et il y a d'autant plus de raisons que ça date qu'il l'a écrit en 1967, juste après la guerre des 6 jours. Et il l'a écrit ici, en Israël, parce qu'il était ici, en Israël, pendant la guerre des 6 jours. Et c'est tout l'intérêt de cette pièce magnifique que vous avez mis en scène et que vous produisez aussi et que vous jouez seul sur scène. Presque. Oui, pratiquement seul. Comme ça, je suis peinard. Alors, Steve Kalfa, peut-être que les gens ne vous connaissent pas. En tout cas, ce qu'on sait de vous lorsqu'on vit en Israël, c'est que l'année dernière, en tout cas à l'hiver 2016, vous avez interprété un magnifique spectacle qui s'appelait Le Chandelier enterré, une adaptation de Stefan Zweig. Ça a eu beaucoup de succès. Vous vous êtes produit de nombreuses reprises dans différentes villes d'Israël. Vous êtes même produit en France. Donc, c'est formidable de revenir encore une fois avec un nouveau texte. Vous avez aimé cette aventure, jouer en Israël devant un public nouveau pour vous ? Ça a été extraordinaire. Extraordinaire pour plusieurs raisons. Ça a été extraordinaire d'abord de par le texte. Le Chandelier enterré est une nouvelle, une très grosse nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est pas le format habituel d'une nouvelle. Mais là, c'est une très grande nouvelle de Stefan Zweig, qui est, alors là, pour le coup, pratiquement pas connu et complètement atypique dans l'œuvre de Stefan Zweig, parce que Le Chandelier enterré se base sur l'histoire de la menorah du temple, à partir de laquelle il a inventé une histoire, mais il y a énormément de faits réels et il y a une profondeur incroyable du point de vue du judaïsme, et c'est d'autant plus incroyable quand on connaît la vie de Stefan Zweig, qui lui apparemment disait qu'il n'avait rien à voir avec ça et qui n'était même pas Herzl. Il était un ami de Theodor Herzl. Il lui avait demandé de rejoindre le mouvement sioniste et il avait refusé. Il avait dit non, tu fais une erreur terrible, il faut surtout pas que les Juifs aient un État. Et il écrit ce texte qui était donc Le Chandelier enterré, et donc ça a été magnifique de jouer ça, et de jouer ça en Israël, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué au théâtre, pour des raisons personnelles, c'est-à-dire que je suis chômeur. On va y venir, vous allez tout nous raconter, mais alors non, vous pouvez tout nous dire, il n'y a pas de problème. Juste, quand on vous entend parler, on sent une maîtrise de la langue française, on sent que vous avez, on va dire, beaucoup d'expérience dans le domaine théâtral. Qu'est-ce que vous faites en Israël? Depuis quand êtes-vous là et pourquoi êtes-vous venu? Parce que ce n'est pas évident quand on est un artiste avec une carrière bien assumée, on va dire, et commencé depuis très longtemps en France. Venir ici, travailler, j'imagine que ce n'est pas simple. Non, c'est pas simple. Alors, depuis quand? Ça fait 10 ans, en fait, qu'on a fait l'Alia avec ma famille. Et ce qui s'est produit, pour le dire le plus rapidement possible, c'est d'abord mon fils aîné, notre fils aîné, qui a voulu partir. Il a passé le bac, il était à l'école Maïmonide à Paris, et juste après le bac, il avait 17 ans, et il a dit qu'il avait envie de tenter l'aventure en Israël. Alors, ce qui était assez extraordinaire, c'était que c'était pas du tout un départ c'était pas contre la famille ou contre je ne sais trop quoi. Il voulait vraiment venir en Israël. Donc, il est parti. Il a fait pratiquement 1 an à la Yeshiva, ici à Jérusalem, au Machon Meir. Et ensuite, il s'est engagé à l'armée en tant que volontaire. Il n'avait pas encore fait l'Alia.
Et ce qui s'est produit, c'est que ma femme, depuis longtemps déjà, me disait qu'elle voulait faire l'Alia. Moi, je disais oui, bien sûr, on fera l'Alia. Pour moi, c'était évident qu'un jour, je serais en Israël. Je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Donc, je freinais. Et donc, notre fils Jérémy était déjà parti. Et tous les vendredis soirs, au moment de faire le kidouche, eh ben, il se passait un truc extraordinaire, c'est que c'est le kidouche, on est tous très heureux, sauf que ma femme pleurait parce que Jérémy n'était pas à table et que moi j'étais sinistre. Alors à un moment donné, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Il y a un truc qui va pas. Bouge. Okay. Il faut qu'on bouge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes ici, mais vous avez une carrière quand même en France et j'imagine que vous n'avez pas toujours été religieux. Comment on fait quand on est un comédien religieux pour travailler dans le cinéma, dans le théâtre en France? Ça doit pas être facile. C'est pas facile, mais faire des choix, ce n'est jamais facile. Mais faire des choix, c'est essentiel et c'est formidable. C'est plus facile de faire des choix, je pense, que de ne pas en faire. Et donc, comment on fait très concrètement? Effectivement, donc moi, je travaillais en France, je continue de travailler en France. Je jouais au théâtre, je tournais, je dirigeais une école, enfin un studio de travail pour des professionnels. Voilà, avec le temps, on a fait tchouva. Ça a commencé par ma femme, encore tout est à cause d'elle, vraiment, merci. Les femmes, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Toujours. Voilà. Et puis donc un jour, moi aussi, j'ai fait tchouva. Et un jour, je vais voir mon agent, donc à Paris. Et puis je lui dis, écoute, à partir de maintenant, je ne peux plus jouer au théâtre parce que je ne peux pas jouer le vendredi soir. Okay. Elle me dit, ah bon? J'ai dit, bah oui, je ne joue plus au théâtre. Donc maintenant, s'il te plaît, tu ne me mets que sur des rendez-vous, que des castings de cinéma ou de télé. Et là, elle a eu une réaction extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Elle vous a suivi. Elle m'a suivi. Elle m'a dit, ok, d'accord. Elle m'a dit, mais d'abord, elle m'a dit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? J'ai dit oui, je sais très bien. Parce que, pour expliquer, le théâtre pour un comédien, à Paris, c'est vraiment une vitrine. C'est-à-dire que de toute façon, tout le monde va au théâtre, dans le milieu professionnel. Les assistants, les directeurs de casting, les réalisateurs. Donc même pour jouer au cinéma, il faut jouer au théâtre. Et donc, je me coupais, en fait, volontairement, d'une porte, d'une ouverture. Et je dis oui, il n'y a pas de problème. Donc, elle m'a suivi, elle a accepté. Et donc, je n'ai fait que tourner à partir de ce moment-là. Grâce à Dieu, j'ai toujours travaillé régulièrement, toujours tourné très régulièrement. Et j'ai dû refuser, effectivement, certains tournages. Parce que certains tournages, quelquefois, il y avait certaines journées qui tombaient. C'était compliqué de tomber Shabbat. Alors, je ne pouvais pas. Vous avez fait votre alia donc, il y a 10 ans et vous auriez pu choisir de continuer de faire du théâtre, on va dire pas forcément du théâtre juif, mais là, les deux productions que vous nous proposez, donc la première, Le Chandelier enterré dont on a parlé et qui a déjà été joué par vous, on peut dire que c'est du théâtre juif, on peut dire ça comme ça, et cette adaptation du Mendiant de Jérusalem d'Elie Wiesel, pareil, parce que ça parle d'Israël, ça parle de la guerre des 6 jours, ça parle de thèmes typiquement juifs. C'est un choix que vous voulez continuer à assumer ou c'est simplement le hasard de vos lectures, de vos envies Je pense qu'il y a eu une concordance des deux choses. C'est-à-dire que à partir du moment où j'étais en Israël, alors d'abord, la première chose extraordinaire, c'est que je pouvais à nouveau jouer au théâtre. Parce que, au-delà des opportunités que ça offre, dont je viens de parler, c'est quand même un sentiment très particulier. Ça vous a manqué? Ça manque. C'est très, très spécial d'être au théâtre. Ouais. C'est pas la même chose que de tourner. Moi, j'adore tourner, mais c'est quelque chose de différent. Et les sensations qu'on a, évidemment, lorsqu'on tourne, ne sont pas les mêmes que celles que l'on a quand on est en scène. Et vice-versa, d'ailleurs. Donc, ça me manquait. Et là, tout à coup, j'avais l'occasion de rejouer au théâtre. Mais j'y pensais plus du tout. J'avais sorti ça, en fait, de mon habitude de vie, de jouer au théâtre. Et puis, à Paris, avant de faire l'Alia, j'étais tombé donc sur ce livre, Le Chandelier enterré, entre guillemets par hasard. Je ne pensais pas du tout chercher quoi que ce soit, faire aucune adaptation. J'étais à la FNAC, je cherchais un bouquin pour autre chose, et puis j'avais vu ce bouquin, Le Chandelier enterré, et je l'avais pris. Je l'avais oublié. Il se trouve qu'il a fait partie des livres, je ne sais pas pourquoi, qui ont fait partie du cadre quand on a fait l'Alia. Je l'avais complètement oublié. Et un jour, je rangeais quelque chose, ou je cherchais quelque chose dans la maison, et je retombe à nouveau, donc là on est en Israël, je retombe à nouveau sur Le Chandelier. Et donc, j'ouvre le bouquin que je n'avais même pas ouvert, en fait, depuis. Et je lis ça et je n'en reviens pas.
Et je me dis, ça n'est pas possible de ne rien faire avec ça. Il faut absolument... Ça vous a démangé, vous l'avez fait. Alors, comment ça s'est passé pour Le Mendiant de Jérusalem, justement, ce livre d'Elie Wiesel, près Médicis de 1968? Alors, comment vous êtes arrivé à la découverte de ce bouquin et jusqu'à l'adapter? Il faut vraiment... des circonstances particulières Il faut d'abord la volonté. Parce que c'est compliqué quand même comme bouquin. Oui, adapter, c'est pas simple. Il faut d'abord la volonté, ça rejoint votre question précédente, il faut effectivement la volonté de rester avec un théâtre juif. On peut appeler ça comme ça. Et j'ai cette volonté, effectivement. Je pense qu'en Israël, c'est important de développer ou de revivre, en toute modestie, un théâtre juif. Ça ne veut pas dire que les autres choses ne peuvent pas exister. Mais je pense qu'un théâtre juif, c'est quelque chose qui est très important. C'est un théâtre qui a été très, très, très florissant en Europe avant la guerre. Tout à fait. Très florissant. Le théâtre juif, c'était pas que les juifs qui allaient voir le théâtre juif. Notamment en Russie, c'était un théâtre très important, très reconnu. Et développer un théâtre juif, c'est d'abord parce qu'il y a des auteurs qui sont exceptionnels, des auteurs juifs qui sont exceptionnels, donc c'est la première raison. Et la deuxième raison, ce genre d'auteur, ce genre de texte, Le Mendiant de Jérusalem comme Le Chandelier enterré, ce sont des textes qui vont très profondément et de manière très vivante, viennent toucher quelque chose de très profond en nous, qui est de l'ordre de notre identité. Et cette identité juive, on peut toujours penser que de toute façon, j'ai pas besoin parce que je connais, je sais que je suis juif, et en plus de ça, je vis en Israël, etc. Tout ça est vrai. Mais tout ça n'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon besoin, toujours, constamment, je pense, pour nous tous, d'être en contact avec le point de départ de cette identité. Parce que c'est le moyen qu'elle soit justement toujours vivante et qu'on ne s'habitue pas. La pire des choses, c'est de s'habituer. Parce que quand on commence à s'habituer, c'est le début tout simplement de quelque chose qui va mourir petit à petit. Alors non, on ne va pas mourir, ce n'est surtout pas le moment, bien au contraire. Alors on parle, mais forcément vous nous donnez envie d'en savoir plus. Alors moi j'ai eu la chance de voir une de vos répétitions, c'était extraordinaire, vraiment, c'était très très émouvant. On ne va pas tout dévoiler. C'est long, c'est un texte difficile a priori que vous avez vraiment mis en scène avec beaucoup d'astuces et de brio. Je dois vous le dire, franchement, j'ai été très surprise. Mais franchement, j'ai envie d'entendre un petit extrait. Alors, je crois que c'est celui d'Elie Wiesel. Okay, c'est Elie Wiesel qui parle et qui nous raconte. Vous pouvez faire ça pour nous? On va essayer. C'est le tout début, effectivement, tout début. En fait, ce n'est pas encore le roman, c'est l'introduction de Elie Wiesel que j'ai gardée dans l'adaptation. Donc, c'est Elie Wiesel qui parle et ça commence comme ça, extrait d'un carnet de voyage. La guerre est finie. David a vaincu Goliath et se demande maintenant comment il a fait. Nul ne le sait, et lui-même, moins que les autres. Son étonnement, plus que sa victoire, devrait susciter l'admiration, autant que l'espoir. Ces lignes datent de juin 1967. Elles furent notées en Terre Sainte. Pourquoi y étais-je venu? Pour me joindre au combat? Non, je n'ai jamais été soldat. Et puis le pays n'était plus en danger. La décision de m'y rendre, je l'avais prise bien avant. Plus exactement pendant la période de tension précédant les hostilités, c'est que sans oser me l'avouer, je redoutais la possibilité d'une catastrophe. J'avais moins de foi que les Israéliens, plus que je prenais au tragique les forces qui, ouvertement, s'apprêtaient à les anéantir pour défendre leur droit à la vie. Ils ne pouvaient compter sur personne. Ils étaient seuls, comme jadis, en Europe, au temps de la nuit. Vous en voulez encore? Magnifique, on reste comme ça, pendu à vos lèvres. Ça résonne parce qu'avec les commémorations, bien sûr, des 50 ans de la réunification de Jérusalem et de la guerre des 6 jours, forcément, on a entendu des voix en disant que oui, mais c'est vrai, on a gagné, mais aujourd'hui, la situation que ça a engendré fait en fait des gros problèmes à l'État d'Israël, etc. On oublie que le pays était vraiment... c'était une question de vie ou de mort. On oublie dans quelle situation Israël se trouvait. Israël était un jeune État qui avait à peine 19
19 ans et on oublie tout ça. Et c'est vrai que ce texte a une résonance particulière. Alors, j'aimerais écouter un autre extrait. Alors en plus, il faut vous dire que pendant la pièce, il y a de la musique, il y a une mise en scène particulière. Est-ce que vous êtes OK pour nous faire un autre extrait de cette pièce que vous avez adaptée ? Mais bien sûr, avec plaisir. Je vais essayer. En tout cas, justement, c'est un moment, on arrive à un moment où le personnage principal du roman, qui s'appelle, donc de l'adaptation de la pièce, le personnage s'appelle David. Il est dans une base militaire. Et il décrit en fait la situation du pays, la situation d'Israël, juste avant le déclenchement de la guerre. Et il décrit entre autres ce qui se passe dans les pays arabes, l'excitation dans les capitales arabes. C'est vraiment quelque chose qui était exactement comme ça, quoi. C'est une description très fidèle. Très fidèle. Voilà, de la situation à l'époque. Très fidèle. Cependant, l'ennemi se préparait à l'attaque ouvertement dans les capitales arabes en effervescence. Dans les capitales arabes en effervescence, des foules en délire acclamaient les futurs héros de la guerre sainte. Leurs orateurs surexcités encourageaient les femmes juives à se faire belles pour accueillir les conquérants. Et ceux-ci avaient des ordres clairs, simples: incendier les villes, raser les kibbutzim, égorger les combattants et noyer le peuple de l'espérance dans un océan de sang et de flammes. Israël face à 100 millions d'Arabes, émergés comme la plus solitaire des nations. Sauf que le peuple juif dans son ensemble avait offert son appui inconditionné à Israël, dont il devenait l'allié le plus sûr, le plus fidèle. Une lame de fond d'une force surprenante soulevait les communautés dispersées. On assistait à un véritable raz-de-marée. Jamais ce peuple n'avait été si uni, n'avait connu pareille ferveur. Un ancien ministre en Europe proclamait sa honte d'être citoyen d'un pays dont la politique hypocrite condamnait Israël à périr. Des intellectuels qui, jusqu'alors, subissaient leurs conditions juives comme une contradiction gênante, à présent la revendiquaient ouvertement. Un violoniste célèbre annula récital et concert. Il s'envola vers Loud en déclarant « Nos ennemis clament qu'ils extermineront 2,5 millions de juifs. Eh bien, qu'ils en ajoutent un de plus. » Du fond du Mississippi, un commerçant téléphona au consulat israélien de New York. « J'ai vécu ma vie en juif honteux. Sachez que je ne le suis plus, que je ne me cacherai plus. Je vais révéler à mes enfants qui je suis, qui ils sont. » Le réveil, à ce sommet, tenait de l'irrationnel. Hanté par l'Holocauste, l'État d'Israël et le peuple d'Israël, de nouveau, n'avaient qu'une mémoire, qu'un cœur, et ce cœur vibrait et battait, fort de sa fougue, surpris de son propre élan. C'était leur première victoire. Magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Et quel exercice n'est pas facile. Vous n'êtes pas en condition, vous n'êtes pas sur scène. On s'y croit pourtant. Alors, je vais révéler qui je suis, qui sont mes enfants. Ça résonne forcément lorsque nos amis qui nous écoutent peut-être pensent à l'Alia ou ont déjà fait l'Alia. C'est ça aussi qui vous a titillé, qui vous a parlé au fond avec ce texte. Ah oui, très très fort. C'est encore une fois un contact très profond avec qui nous sommes, qui sont nos enfants, donc avec notre identité et la source de notre identité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça part d'une situation qu'on a connue, enfin que la plupart d'entre nous avons connue, à savoir la guerre des 6 jours, avec encore une fois ce moment où Israël était dans une situation terrible. On pensait vraiment que... Nous, on creusait même des tombes, on préparait des tombes dans les jardins publics. Ah oui, oui. Parce qu'on pensait qu'il y aurait des milliers de morts et qu'on se ferait massacrer. C'est ça. Et ce que décrit Elie Wiesel, c'est tout à coup cette catastrophe qui se métamorphose, il emploie le mot métamorphose volontairement, qui se métamorphose en victoire. Et victoire qui est totalement inattendue et qui en plus est une victoire énorme. Donc là aussi, et il dit d'ailleurs dans son introduction, il dit
il reconnaît, il dit bien sûr les qualités militaires, humaines de ces soldats ne sont pas à remettre en cause, mais il y avait autre chose. Et j'ignore quoi. Je sais seulement que cette guerre n'était pas comme les autres. Mhm. Alors, qu'est-ce qui a été difficile, on va dire, ou comment vous avez adapté ce gros pavé qu'est ce roman d'Elie Wiesel? La première des difficultés, c'est que le roman est écrit dans une forme qui est totalement inhabituelle, volontairement, de la part d'Elie Wiesel, bien sûr. C'est qu'il ne s'embarrasse pas du tout d'une continuité. C'est-à-dire que c'est pas une histoire où ça démarre avec quelqu'un qui arrive quelque chose. C'est en fonction de ses envies, de ses pensées. On passe d'un événement à l'autre, d'une époque à l'autre, d'un moment à l'autre, d'un lieu à l'autre, sans continuité apparente. Alors tous ces événements, toutes ces époques, tous ces lieux sont liés évidemment avec différents événements fondamentaux, essentiels du peuple juif, de l'histoire du peuple juif. Et en fait, en nous faisant passer comme ça d'un moment à l'autre et d'une époque à l'autre, en fait, Elie Wiesel cherche à nous dire que même si on ne peut pas s'en rendre compte au quotidien, parce qu'on a le nez dans le quotidien, évidemment que tous ces événements ont un lien entre eux et que tout ça raconte en fait une histoire qui est dirigée, qui est racontée, qui est voulue par... Chacun décidera qui, mais donc il y a quand même une histoire. Et la principale difficulté, c'était ça, c'était que quand on lit le roman, le roman on le lit à son rythme, on s'arrête, on pose le bouquin, on le rouvre, on revient en arrière si on veut, etc. Au théâtre, on ne peut pas faire ça. Au moins que ça serait marrant, mais pour l'instant ça n'existe pas encore. C'est un peu compliqué. Et donc il fallait, c'était mon obsession, c'était mais comment rendre clair ? Comment rendre accessible à une représentation théâtrale. Et c'est là que très vite, en fait, c'était évident pour moi qu'il fallait qu'il y ait de la musique. J'entendais la musique tout de suite, entre autres, et qu'il fallait également, sans tout révéler, mais qu'il fallait également qu'il y ait certaines projections. D'ailleurs, on salue le musicien, s'il nous écoute peut-être, c'est Kobi Fari qui a créé pour vous une musique originale. Il a fait une musique formidable, c'est un musicien extrêmement talentueux, et c'était un plaisir formidable de travailler avec lui, de travailler avec Kobi. Vraiment formidable. Il a tout de suite entendu ce que je voulais et ça réagissait très, 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 très vite. Alors pour ceux qui n'ont pas tellement l'habitude d'aller au théâtre, qui ont, c'est simplement un manque d'habitude, on va dire. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire, un argument, quelque chose de spécial, leur dire qu'ils vont peut-être découvrir un monde un peu inconnu pour eux? D'abord, la première chose que je voudrais leur dire, c'est que... Mais j'ai pas le droit de dire ça, mais je vais quand même le dire. Allez-y, c'est pas grave. C'est génial. La première chose que je voudrais leur dire, c'est que alors là, vraiment, moi, je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie d'aller au théâtre. Je vais même vous dire encore plus que ça. Moi, quand je vais au théâtre, 9 fois et demi sur 10, je m'endors. Je suis quelqu'un qui dort très peu et c'est l'endroit à peu près où je dors le mieux. Voilà, c'est donc très bien. Alors, quelquefois, il y a des acteurs qui se mettent à hurler, donc c'est un peu gênant. Donc, on se réveille. Mais voilà. Donc, je comprends très bien, a priori, qu'on n'ait pas envie d'aller au théâtre parce que, malheureusement, on a trop souvent des idées fausses sur ce que doit être le théâtre, c'est-à-dire un truc comme ça, théâtral, machin, là, très solennel, très truc. Et moi, je pense que c'est pas du tout ça. Le théâtre, c'est un endroit qui est un endroit de vie extraordinaire et qu'il faut aller chercher la vie. On est là pour ça et qu'il faut la provoquer. Il faut donner des moments de vie. Et ce texte-là autorise ça parce que c'est foisonnant de vie, c'est foisonnant d'émotions, de rire. Ouais, c'est un spectacle très émouvant, notamment. La fin est très, très... on va dire, ça nous arrache les larmes, il faut bien le dire. C'est triste, mais en même temps, c'est plein de vie, justement. C'est plein de vie. C'est plein d'espoir. Oui. Voilà. Oui. Alors, vous allez jouer le 2 juillet à Jérusalem, à partir de 20h à Beth Shmuel. On peut d'ores et déjà prendre les places. Donc, soit vous vous connectez sur Internet calticket.com, soit vous téléphonez au 058 575 13. Alors, vous avez plein
plein de partenaires formidables d'aider le théâtre juif, le renouveau du théâtre juif, peut-être grâce aux francophones. On ne sait pas, la vie est pleine de surprises en Israël. Voilà. Vous viendrez peut-être à l'hébreu ou ça vous paraît pour l'instant compliqué? De jouer en hébreu? Ouais. On peut jouer, normalement on peut jouer dans toutes les langues, c'est-à-dire ça se fait, on peut apprendre phonétiquement un personnage. Donc je peux jouer en hébreu parce que je parle l'hébreu avec plein de fautes, parce que je suis pas allé à l'Ulpan, mais j'ai appris dans la rue, donc je fais des fautes grammaticales, et pas que grammaticales dans tous les sens, mais bon, je suis familier avec l'hébreu, donc je pourrais jouer en hébreu. Maintenant, je pense que je pourrais jouer en hébreu, j'espère. Un jour, on espère. Oui, très vite même. Bon, alors, pour l'instant, Steve Kalfa, qui est à mes côtés, joue en français. Il joue le mendiant de Jérusalem qu'il a adapté et qu'il produit lui-même. Franchement, ne serait-ce que pour ça, ça mérite d'y aller. Et en plus, vous allez vous régaler. C'est un spectacle très émouvant, très étonnant, original et passionnant. Je pèse mes mots. Donc, on se quitte sur un dernier extrait, peut-être. Allez, d'accord. Un dernier extrait. C'est le moment... C'est juste avant le déclenchement de la guerre. Je vais essayer parce que on va essayer. C'est pas facile, mais rien n'est impossible. Nous sommes ici, non? Oui, attendez que je me souvienne du texte déjà. Dans le trou noir, là, je peux pas vous aider, mais c'est bon. Je crois que on va essayer. Vous avez retrouvé. Ok, on vous écoute. Alors je vais envoyer la musique au moment où il faut, parce qu'il y a de la musique là. 22 heures. Dans un rugissement de fin du monde, la nuit, brusquement, s'enflamma. Précédant l'infanterie, canons et batteries sans recul, pulvérisés, bunkers et batteries ennemies. Après le tir de l'artillerie, les mitrailleuses lourdes se mirent de la partie. Le véritable assaut, humain celui-là, venait de commencer. Pour atteindre les tranchées ennemies, il nous fallait franchir 5 lignes de barbelés. Cris de bataille, cris de blessés, ordres hurlés et répétés à l'infini. Vite! Vite! Ce qui comptait, c'était de progresser le plus loin, le plus vite possible. Et comme les autres, je fus pris dans les rouages. Comme les autres, je rampais quand il fallait ramper. Je me faufilais à travers les barbelés quand il n'y avait pas moyen de les contourner. Comme les autres, j'aspirais la nuit, la fumée à plein poumon. Je nageais dans la sueur. Dans cette mêlée informe et sanguinaire, il n'y avait qu'une chose à faire et que je faisais. Courir, courir en avant, courir sans regarder et sans écouter. Courir en fermant les yeux, en obéissant à n'importe quel ordre, à n'importe quel réflexe. Je fus pris de panique. Je trébuchais sur un corps, une poutre. Non, un corps, un cadavre. Sauter, passer, ne pas faire attention. Les yeux clos. Je courus un long moment sans les rouvrir. L'aveugle, Shlomo, c'était moi. Je ne tenais plus à voir où je courais, ni qui je pétinais. Soudain, je perçus un bruit de moteur. Une voiture. La voiture, à ma hauteur, c'était Gad. Monte, criait-il sans stopper. Des bras m'agrippèrent et me hissèrent sur un half-track découvert. Je sentis mon corps s'affaisser. Je dus lutter pour reprendre souffle et réprimer un sanglot qui m'étranglait. Je demandai à Gad où en est la bataille. Il me communiqua les dernières nouvelles. Nous volions de victoire en victoire, l'une plus éclatante que l'autre. Des bandades des forces ennemies dans le Sinaï. La nation entière avait tenu le pari. Et la vieille ville, nous la prendrons demain, dans la matinée. C'est magnifique. C'est très difficile de reprendre d'ailleurs la parole après ça. Et d'abord, merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. Avec grand plaisir. Pas facile. Et j'espère, j'y tenais parce que je voulais que les gens se rendent compte de votre talent d'abord, et puis du spectacle, d'avoir la chance d'avoir un spectacle de qualité, de cette qualité à Jérusalem. Ce n'est pas, on en a beaucoup, mais quand même, il ne faut pas le rater. Vraiment, ne le ratez pas. Vous le regretteriez si c'était le cas. 2 juillet, rendez-vous avec Steve Kalfa sur scène. Bravo encore pour votre prestation. Voilà, musique originale Kobi Faril. Il y a aussi Déborah Kalfa qui participe au spectacle. Voilà, c'est le 2 juillet à Beth Shmuel à Jérusalem. Merci d'être venu. Merci à vous, bravo Petit. à Carole Azoulay pour son travail de relations publiques, qui vous soutient et grâce à qui vous êtes arrivé jusqu'à nous. Voilà, c'était l'actualité culturelle de cette semaine. Voilà, merci.
À bientôt. À bientôt. Vous Merci. revenez quand vous voulez pour votre prochain spectacle. Avec plaisir. Merci. Ciao.